Pour la suite, nous retrouvons nos amis Louis Kamako, Cyril Sablassou et Firmin Tekouagbo. On parlait de la mise en place d'une cellule de crise après un accident de route meurtrier au Bénin, plus précisément à Dassa. Et c'est Louis Kamako qui avait la parole. Oui, je disais que je ne suis pas en train d'épingler le Togo en matière de gestion de crise. Et comme Cyril a dit, il y a des efforts qui sont faits, mais jusque nous avons du mal à mettre en application les mesures prises dans ce domaine-là. Et je citais par exemple, en exemple cet arrêté ministériel qui a été pris dans les années 2015 où il y avait eu beaucoup de Togolais qui ont péri dans un accident de circulation. On a interdit aux gros camions de circuler entre 18h et 22h. Mais malheureusement, ce décret, il est toujours d'application. Ce n'est pas respecté. Aujourd'hui, quand les gros camions circulent toujours. Oui, c'est eux qui prennent la voie pour eux. Donc, je crois que c'est des choses en réalité qu'il faut déplorer et qui font qu'à un moment donné, les efforts du gouvernement se patinent. Allez, on va filer en Afrique. On est toujours en Afrique où on reste en République démocratique du Congo après le colonialisme politique et le colonialisme économique tout aussi asservissant. Ce pays largement pillé ne parvient donc pas à profiter suffisamment de ces immenses ressources, a déploré le pape François sous les applaudissements lors d'un discours très politique devant les autorités et les corps diplomatiques. Le pape François est à Kinshasa, en République démocratique du Congo. Avant de donner la parole à nos chers invités, on va écouter le président congolais, Félix Antoine Tshisekedi, et le pape François. Ce malheur qui dure depuis près de 30 ans fait aujourd'hui partie de notre territoire en proie à ces violences et fait de cette zone une zone en rupture de paix où, outre les groupes armés, les puissances étrangères avides de minerais contenus dans notre sous-sol commettent, avec l'appui direct et lâche de notre voisin le Rwanda, de cruelles atrocités. Ce pays et ce continent méritent d'être respectés et écoutés. Ils méritent espace et attention. Ôtez vos mains de la République démocratique du Congo, ôtez vos mains de l'Afrique. Cessez d'étouffer l'Afrique. Elle n'est pas une mine à exploiter ni une terre à dévaliser. Que l'Afrique soit protagoniste de son destin. Louis Kamako, un discours purement politique du pape François. Oui, je crois que le pape a bien vu. Il a vu juste. Il a vu juste. Je pense que il a dit tout ce que tout le monde pense. Parce que la aide des Congo, c'est presque un pays. C'est un continent dans un continent. Compte tenu de sa densité et de son immensité, le pays regorge beaucoup de ressources naturelles, mais malheureusement, il est confronté à pas mal de conflits internes et avec des migrations illégales. Et le pays même est pillé et exploité par des puissances occidentales. Je crois que cette sortie ou bien ce constat du pape, du souverain pontife est partagé par plus d'un. Maintenant, aujourd'hui, la question qui reste à poser est de savoir comment est-ce qu'on en est arrivé là. Parce que cette déclaration ne s'arrive pas seulement à l'aide des Congo, mais à l'Afrique tout entière. Parce qu'il a dit que le colonialisme économique doit cesser en Afrique et le continent n'est pas à pied à tout bout. Donc je crois qu'aujourd'hui, les gens tentent de dire que c'est peut-être un mea culpa de l'Église, parce qu'au-delà de tout, nous sommes chrétiens et moi je professe la même foi que le pape parce que je suis catholique. Mais quand vous lisez l'histoire, quand vous revisitez l'histoire, vous allez vous rendre compte que tout le drame que vit l'Afrique aujourd'hui, l'Église, surtout l'Église catholique, en est pour quelque chose. Il faudrait qu'on ait le courage de le dire. En quoi précisément? Non, mais surtout avec elle n'arrive pas à parler ou bien elle aussi, elle cautionne
si on peut le dire, l'exploitation? Non, c'est pour dire que les bases ont été faussées depuis le début. C'est-à-dire qu'avec le discours d'un certain roi belge, avec surtout la théorie des 3C, comme vous enseignez au collège, nous avons une mission en Afrique, chrétianiser et coloniser et civiliser. Et c'est ce que vous voyez. Et donc à l'époque, on nous disait que, en se basant sur l'évangile de Marc, qui disait que le royaume des cieux appartient aux pauvres, et on a demandé en fait aux Noirs de vendre leur terre en contrepartie et d'avoir la Bible. Tout ça, c'est des discours. Le message passé par l'Église à l'époque. Justement, c'est des discours en guillemets mystificateurs et flatteurs qui ont fait croire justement à cette Afrique-là que le riche périra justement en enfer et qu'il faut donner la chance en fait aux pauvres de rester en vie. Donc je crois que c'est un discours qui a été pas longtemps ancré dans les têtes des Togolais et qui des Africains en général. Vous aimez trop votre et des Togolais en particulier. Donc ce discours-là, on l'a tellement mûri, on l'a tellement suivi que l'Afrique aujourd'hui se retrouve dans une position de domination, de dominer. Le continent n'arrive toujours pas à se démarquer des difficultés majeures. Et donc aujourd'hui, on pense que si l'Afrique doit vivre, elle doit forcément se reposer sur une puissance occidentale. C'est-à-dire que c'est une suite logique de tout ce que nous vivons aujourd'hui avec la crise au Mali, la crise au Burkina Faso. Donc, à un moment en Centrafrique et tout, et on pense que si ce n'est pas la France, c'est la Russie qui doit être notre messie. Donc, c'est tout un tohu-bohu, qui a été, dont les bases ont été posées par l'Église en général. Cyril, vous voyez la responsabilité également de l'Église. Ensuite, quel regard portez-vous sur la sortie du pape François? Non, je crois que le pape a dit la vérité, parce que aujourd'hui, quand vous prenez un pays comme la RDC, qui fait presque 6 fois le Togo, donc avec plus de 100 millions presque 100 millions d'habitants, et regorge presque toutes les ressources, parlant de bauxite, or, c'est un pays immensement riche. Diamant, c'est un pays immensement riche, mais aussi c'est le pays le plus pauvre. La RDC fait aujourd'hui partie des pays les plus pauvres du monde. Même je crois que le Togo même est plus riche plus que la RDC. Malgré que nous, on n'a même pas le 1 quart des ressources minières de la RDC. Je crois que ici, nous on sommes remarque cela à quel niveau? Au niveau des infrastructures, au niveau du vécu quotidien? Oui, je parle du vécu. Les sont ceux qui sont à Kinshasa. Quand vous sillonnez un peu la RDC en allant dans des provinces, vous verrez même que il y a la famine qui est en train de gangrène, de tuer des gens. À cause de quoi? Il y a aussi, vous n'êtes pas sans savoir que la RDC, c'est un pays qui regorge plusieurs groupes rebelles. Il y a des gens même qui entrent des fois en Rwanda et qui reviennent, parlant de... il y a M23 qui essaie de faire son petit show dans l'est du pays. Donc je crois que aujourd'hui, au fait, le discours du pape doit réveiller les Africains. Nous ne devons plus tourner vers la France ou la Russie. Tout le monde veut avoir son intérêt. Aujourd'hui, la Russie ne viendra pas nous aider gratuitement. La Russie ne viendra pas nous aider gratuitement. Les États-Unis ne viendront pas aider les pays africains à se développer gratuitement. Tout le monde veut avoir quelque chose sous forme d'intérêt. S'il n'y a pas d'intérêt, vous ne verrez pas les Français. S'il n'y a pas d'intérêt, vous ne verrez pas les Russes. Donc je crois que ce discours doit amener les Africains, surtout les pays africains, les autorités africaines, à réfléchir, à se remettre en cause. Est-ce que nous-mêmes, nous ne pouvons pas nous prendre en charge? Nous avons presque tout. L'Afrique seule peut nourrir le monde entier. Pourquoi pas ne pas réfléchir? Donc je crois que ce discours du pape doit nous faire réfléchir et doit interpeller les autorités africaines. Pas seulement les autorités congolaises, mais
toutes les autorités africaines. D'ailleurs, il a parlé de toute l'Afrique. Firmin Tekouagbo, pour beaucoup, le Vatican aussi reste un État. Il a sa responsabilité. Lui, Kamako l'a dit tout à l'heure. D'abord, vous aussi, votre point de vue sur la sortie du souverain pontife. Moi, cette sortie ne m'a fait ni chaud ni froid. Ça me dit rien. Absolument. Ça me dit absolument rien. Vous savez, lorsque j'ai vu les images ici et ailleurs, quand j'ai vu les Noirs applaudir, ça m'a fait sourire. C'est-à-dire, quand je vois les Noirs, les hommes de Dieu, les Congolais, les hommes de Dieu habillés en soutane applaudissent, ça m'a fait sourire. Pourquoi ils applaudissent? Qu'est-ce que le pape a dit de nouveau? Et puis, qu'est-ce que le pape a dit et qui les convainc comme cela? Moi, je ne pense pas que le pape ait pu dire quelque chose de nouveau ou quelque chose... Cette sortie ne changera rien, c'est ce que vous voulez dire? Non, non seulement ça ne changera rien, mais le pape n'a rien dit. Le pape n'a rien dit, il n'a fait que planter de quoi, il n'a fait que dire ce qui existe. Et puis, ce qu'il a dit ne va rien changer, fondamentalement. Ça ne va rien changer. Donc, peut-être quand le fait qu'il soit venu en Afrique, bon, spirituellement, ça va apaiser les tensions. Donc, Dieu va nous apporter la paix, va apporter la paix au Congo. Peut-être, il va beaucoup prier pour que l'Est de la RDC soit beaucoup plus calme et que Kagame ne soit plus trop animé par le diable. Ouais, la prière peut résoudre tout, mais également la volonté des uns et des autres. Voilà, c'est là où je voudrais parler. C'est l'autre côté physique. Moi, je pense que spirituellement, ça va beaucoup aider. Mais physiquement, qu'est-ce que ça va changer? Parce que vous avez touché un point tout à l'heure qui est très important. Vous avez parlé du Vatican. Lorsqu'on parle du Vatican ou lorsqu'on parle du pape, il faut souligner deux entités. La première entité, le Vatican, c'est un État. Et donc, quand on parle d'État, le Vatican, c'est un État occidental. Et donc, le Vatican, c'est un État. Et aussi, l'autre entité, c'est le siège de l'Église catholique. Ça, c'est l'entité spirituelle. Donc, le pape, il a un double titre. Il est chef de l'État et chef de l'Église catholique. Donc, il se déplace quelquefois où il agit avec cette double posture. Donc, ici, au Congo, le pape se met dans la posture du chef de l'Église catholique, de l'homme spirituel qui parle. Donc, qui, au nom de la Bible, dénonce des injustices. Là, on peut parler, on peut dire Alléluia. Amen. Maintenant, l'autre côté, il est chef de l'État, mais le pape ne va pas nous dire qu'il ne sait pas que le Vatican est en train de piller la RDC. Ah bon? Le Vatican allait chercher toutes les cartes, tous les rapports. Vous allez voir ceux-là qui pillent la RDC, vous allez voir le Vatican. Mais tous les États occidentaux pillent le Vatican. Il s'adresse à lui-même aussi. Non, parce que non, là-bas, c'est l'homme spirituel qui parle. Au nom du Seigneur Jésus. Il dénonce l'injustice. L'injustice, c'est pas bon. Parce que quand vous êtes injuste, vous n'irez pas au ciel. Donc, spirituellement, il parle. Maintenant, ici, il ne va pas vous dire qu'il ne sait pas que son État pille la RDC. Il ne sait pas que le Vatican est là depuis le temps de la colonisation. Il ne sait pas que le Vatican était là lorsqu'on tuait Patrice Lumumba. Le Vatican n'avait-il pas l'information lorsqu'on tuait, lorsqu'on avait arrêté ou lorsqu'on avait pris la décision d'arrêter? Le Vatican avait l'information. Ils avaient l'information. Tous les États occidentaux savaient qu'on allait tuer Patrice Lumumba. Et c'était un complot, tout le monde le savait. Et on a suivi jusqu'à la fin. Qu'est-ce que le Vatican a pu dire par rapport à ça? Qu'est-ce que l'État du Vatican a pu dire par rapport à l'arrestation ou par rapport au complot, à l'arrestation et à l'assassinat de Patrice Lumumba? Qu'est-ce que le Vatican a pu dire réellement lorsqu'on est en train de piller? Parce que le Vatican aussi fait partie des responsables, des complices. Donc, à part le Vatican, il y a des pays également. Lui a parlé des pays occidentaux. Oui, le Vatican, c'est un pays occidental. C'est en Italie, bien sûr. Et puis, l'autre chose qui me fait sourire, c'est le président Tshisekedi qui dit il y a des puissances étrangères qui pillent. Mais il ne sait pas que ces puissances étrangères-là sont à côté de lui. Sont à côté de lui et que ces puissances étrangères qui sont en train de le soutenir. Mais vous voyez, ces puissances l'ont aidé aussi. Et ces puissances l'ont aidé à venir au pouvoir et à l'aider à zigouiller complètement son ancien ami, comment il s'appelle? L'ancien président. Joseph Kabila. Joseph Kabila. Joseph Kabila. Donc ce qui se passe là-bas, c'est, excusez-moi, bon, par rapport au spirituel, je respecte le pape. Mais en tant que chef d'État, vous savez, c'est la politique qui est en train de parler. Donc les Africains quittent le terrain de l'émotion. Parce que
physiquement, diplomatiquement, politiquement, son discours ne va rien changer parce que le Vatican est là et fait partie des plus gros pilleurs. Alors, précisément, vous êtes journaliste, Louis Kamako, quelles sont ces puissances qui pillent la République démocratique du Congo? Non, mais ça c'est une question piège qui est en même temps une question colle, parce que je ne veux pas... Tu ne veux pas de problème, quoi. Non, pas que je ne veux pas de problème, mais c'est-à-dire que je n'ai pas les éléments... Non, il y a la Belgique, il y a la France, il y a les États-Unis, il y a la CIA, les États-Unis, il y a tout le monde, toutes les puissances. Il y a la Chine, la Chine est là, tout le monde est là, même la Russie est là, tout le monde est là. La RDC, Cyril Sabla soit bien planté le décor. La RDC fait partie des pays dont le sous-sol est le plus riche, 65% des richesses mondiales. Avec la RDC seule et le Soudan, on peut nourrir toute l'Afrique. Vous imaginez, tous les pays sont là et puis suffisamment la RDC. Même, nous parlons même plus de pays occidentaux. Il y a le Rwanda qui est là, notre frère qui pille. Et grâce aux ressources du sous-sol congolais, le Rwanda se développe. Donc tout le monde est là et pille. Même si d'autres pays, dont les pays voisins du Togo, ils vont aller aussi. Alors, je vous pose une autre question, puisque vous avez feinté l'autre, Louis Kamako. Alors, quelle sera la portée de cette sortie du chef du Vatican, si on peut le dire? Non, mais c'est là où je rejoins totalement Fimet, parce que c'est une sortie qui n'apportera rien, parce que ce que le pape dit, c'est un secret de polichinelle. On sait que le continent a été toujours pillé, que nous sommes dans une situation de néocolonialisme et que l'Afrique n'a jamais été indépendante, comme on l'aurait pensé, parce que économiquement, c'est pas ça. Aujourd'hui, le débat, c'est cette volonté-là, cet engagement de certains économistes de changer le franc CFA, de le mieux en éco, qui juste là, qui n'a jamais allé au bout, parce qu'à un moment donné, les Européens ont compris que ce sera peut-être la fin de la domination européenne sur l'Afrique et ils ont tout fait pour mettre les bâtons dans les roues à ces initiateurs, à ces instigateurs-là. Donc je crois que le pape, il sait les conditions dans lesquelles les Africains vivent. Et comme que quelqu'un l'a dit, il sait que le Vatican fait partie des meilleurs pilleurs du continent, avec des discours... Il a pillé où précisément? En RDC? Oui, mais Fimet a tout à l'heure a posé un certain nombre d'interrogations. Est-ce que le pape était où quand on a assassiné Patrick Lumumba? Quand il était où disons pas le pape, mais peut-être le Vatican. Le Vatican, ça dit que c'est une république, donc c'est une continuité. Oui. Donc il a connaissance des archives du Vatican. Donc à un moment donné, il faut quand même qu'on essaie de dire les choses sans faire la fine bouche. Et c'est de ça que je parle en fait, que l'Église en réalité est complice du marasme économique africain. L'Église aujourd'hui en est quelque chose pour les drames économiques dont vivent les Africains. Donc je crois que cette sortie, c'est une sortie peut-être pour faire plaisir à un pays hôte. Parce que vous êtes le pape est invité, il doit forcément dire quelque chose qui va attirer l'attention de ses hôtes et du continent tout entier. Et je pense qu'il a fait, il a dit. Maintenant, ça peut être, la sortie peut apporter quelque chose de potable si il demandait peut-être, parce qu'il connaît en réalité la situation. Il connaît ceux qui pillent le continent. Il connaît ceux qui sont contre le développement de l'Afrique. Il aurait pu être conséquent envers lui-même, peut-être en demandant à ces pays occidentaux-là, de changer d'attitude vis-à-vis du continent africain. Donc c'est pour ça que je dis que c'est un discours toujours flatteur, un discours prononcé pour faire plaisir à celui qui l'a invité, ou bien pour faire plaisir au pays dans lequel il est, et c'est la RD Congo. Cyril Sablassou, après la RDC, c'est le Soudan. Comme Louis Kamako l'a dit tout à l'heure, on a l'impression que le pape veut parler pour plaire aux Congolais. Et d'ailleurs, on a vu la réaction, les gens ont beaucoup applaudi. Oui, bon, moi je me pose une question. Pourquoi c'est le Soudan? Pourquoi le second pays c'est le Soudan? Au même moment, le pape sait bien qu'actuellement, il y a un conflit entre... le Soudan du Sud? Le Congo et le Rwanda. La RDC et le Rwanda. Moi, quand j'avais appris la visite du pape du côté de la RDC, moi, j'ai dit merci Dieu, parce que j'ai cru que peut-être on va essayer, après la RDC, on va essayer d'aller du côté du Rwanda, écouter aussi un peu
Les frères de Paul la version Kagame. de monsieur Paul Kagame, pourquoi pas ne pas ensemble chercher une issue de solution. Donc moi je crois même que certains propos du pape même risquent d'envenimer la situation aujourd'hui qui est du côté entre le Rwanda et la RDC. Parce que le pape n'a pas fait un discours rassembleur. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde veut qu'on arrive à trouver une solution entre le Rwanda et la RDC. Et même la diplomatie togolaise même est en train d'être activée pour ça. Après avoir résolu le problème entre la Côte d'Ivoire et le Mali, nous allons aussi essayer, voir si on peut aussi trouver des solutions entre le Rwanda, qui est un pays frère. Le président même, c'est un ami intime du président de la République togolaise, M. Faure Essoze Gnassingbé. Donc moi, j'avais cru que le discours ou la visite du pape allait au moins aller dans ce sens pour résoudre le problème. Maintenant, le Soudan, nous-mêmes, nous connaissons bien les problèmes du Soudan. Le Soudan est aussi riche. Or, au même moment, on est en train d'apprendre que le Vatican aussi est en train de chercher cette petite ressource-là pour se financer. Nous devons se poser la question. Pourquoi on a choisi ces deux pays? Pas ces deux pays, mais le Vatican trouve l'argent où pour se financer. Parce que le Vatican fait partie toujours des États les plus riches du monde. Le Vatican ne manque de rien. Il y a l'église. Non, combien? Qui est implantée partout. Vous et moi, combien partout, vous verrez l'église catholique. Vous et moi, combien nous cotisons dans notre église? Même si c'est 100 francs. Bon. Nous tous ici, donc, ça fait 400. Hein. C'est déjà bon. Peut-être ça peut... Donc, ça cotise bien l'église catholique. D'ailleurs, le pape a mal choisi les pays. Parce que moi, je me dis, si sa visite ne peut pas résoudre les petits conflits qui se trouvent aujourd'hui en Afrique, ça ne vaut pas la peine de venir. Bon, nous le savons aussi, le Soudan aussi a des problèmes. Espérons que peut-être son message puisse apporter la paix. Puisse apporter la paix dans ce pays-là. Très attendu sur la réponse au conflit endémique qui gangrène l'est de la République démocratique du Congo, notamment dans le nord Kivu. Le pape a exhorté les Congolais à ne pas glisser dans le tribalisme et la confrontation et à encourager le processus de paix en cours afin que les engagements soient tenus. Vous avez voulu... Oui, non, mais ce que je voulais ajouter, le pape en soi, quelqu'un l'a dit, c'est un État, c'est-à-dire que c'est un État dans l'État. C'est une institution. Il ne revient pas au pape de dénoncer, mais de prendre des mesures. Parce qu'aujourd'hui, je l'ai dit, connaît la situation. Et j'aurais aimé qu'il se prononce sur la situation en fait, la crise congolaise, clairement, qui dit sa position. On a vu combien de fois le pape s'est prononcé sur la crise russo-ukrainienne. Et pourquoi ne pas dire des choses telles qu'elles sont en Afrique? Pourquoi ne pas être honnête et précis dans cette prise de position en Afrique? Aujourd'hui, par contre, en Ukraine, il a des éléments. Aujourd'hui, on voit à peu près ce qui se passe entre le Mali et la France. On voit comment est-ce que les terroristes frappent en Afrique avec les rapports des organisations ou bien des autorités maliennes qui, à tout bout de champ, accusent les autorités françaises. Le pape, en tant qu'institution première promotrice de paix et de cohésion nationale, devait normalement cohésion de promotion de cohésion internationale, devait normalement se prononcer sur cette crise-là. C'est-à-dire que elle doit nous dire, le pape doit nous dire sa position sur la crise qui secourt, qui oppose la France au Mali. Je crois que ce n'est qu'à ce prix-là qu'on verra de l'honnêteté dans les prises de parole. Permettez-moi, et en plus, en tant qu'un bon père de famille, moi je crois que le pape n'a même pas besoin de se déplacer. Depuis le Vatican, le pape peut inviter Paul Kagame, le pape peut inviter Tshisekedi, les écouter. Et je crois qu'au nom de Dieu, au nom de ce Dieu-là que nous adorons, je crois que ces deux personnalités peuvent écouter le pape. Maintenant, rendre visite à une seule personne, tout en sachant que ce sont des gens antagonistes, ce sont des personnes antagonistes qui ont des petits conflits entre eux et les seuls autres, je crois que on est en train d'envenimer encore le conflit. Si vous le permettez, moi, je pense que c'est le côté chef de l'État prime beaucoup plus sur le côté religieux.
Parce que c'est-à-dire le côté chef d'État ne se fait pas trop voir, il se déplace avec le côté spirituel, et c'est pour ça qu'il parle de paix. Jésus, c'est le prince de la paix. Donc c'est comme Jean-Paul II, quand il devenait pape, il dit n'ayez pas peur, rentrez dans l'espérance. Donc il est en train de prôner, de prêcher l'espérance sur le continent. Mais le côté chef de l'État, là, il le cache. Mais c'est avec ce côté chef de l'État, c'est pour cela qu'avec ce côté chef de l'État, il ne peut pas se prononcer réellement sur sa position par rapport au conflit rwando-congolais. Parce que, vous savez, il sait que les intérêts, le pape, c'est un homme occidental, un chef d'État occidental. Il sait qu'il a ses amis, les États-Unis, la France, la Grande-Bretagne et d'autres pays qui sont là, qui ont leurs intérêts en RDC. Vous avez demandé pourquoi il ne se prononce pas clairement sur le dossier rwando-congolais, parce que mais il sait que ses amis ont déjà leurs intérêts là-bas. Donc, dire qu'il n'est pas trop d'accord avec la position de Kagame ou avec la position de Tshisekedi, c'est heurter un peu la position des États-Unis ou la position occidentale. Mais ici, au niveau de la Russie et de l'Ukraine, il sait déjà que la plupart des pays occidentaux soutiennent l'Ukraine. Et c'est pour ça que dans ses discours, de façon déguisée, il soutient l'Ukraine parce que la partie occidentale, c'est l'Ukraine. La partie occidentale soutient l'Ukraine. Pourquoi il va au Soudan? Parce qu'il sait que ceux-là qui ont divisé, mais le Soudan, c'est les États-Unis, c'est les Nations Unies. Ceux-là qui ont divisé le Soudan, c'est l'Occident qui a divisé le Soudan. Pourquoi il va là? Parce qu'il y a des intérêts. Et avec la RDC, avec le Soudan, on peut gérer tout le continent africain. Le déplacement du souverain pontife, c'est aussi pour des intérêts économiques, pour gérer ou protéger au mieux les intérêts des pays occidentaux. Il faut que les Africains le sachent. Sortant de l'émotion, il n'est pas venu pour nous. Il est venu juste pour nous apporter Jésus. Alors, là où nous pouvons l'accepter, recevons le Christ et là nous aurons la paix dans nos cœurs. Ouais, Amen. Peut-être. En 30 secondes, oui. Oui, peut-être que les questions relatives à l'Afrique seront bien traitées au Vatican dès que le Saint-Siège aura un premier pape noir. Il y a aussi ça, parce que depuis le temps immémorial, tous ceux qui sont là, ce sont des Occidentaux, ce sont des Blancs qui ne maîtrisent pas trop les réalités du continent. C'est ce qu'on avait, lui Kamako, c'est ce qu'on avait dit lorsque les États-Unis n'avaient pas encore connu un président noir. Voilà. Mais lorsque Obama est arrivé, je ne pense pas qu'il ait pu résoudre le problème. On attend de voir. On attend de voir. Allez, on va marquer la pause pour le journal. On vous retrouve après les experts pour la suite.